Bonjour à tous, bienvenue pour cette première édition d'Export France. Vous êtes très nombreux rassemblés ici, merci à vous de vous être mobilisés. Et on va commencer par une petite surprise qui est en fait un petit flashback. On verra tout à l'heure le président des conseillers du commerce extérieur de la France, cher Alain Mantejac. Une petite surprise, elle est peut-être particulièrement pour toi. S'il veut bien l'annoncer, en régie. Vous savez que le problème de notre commerce extérieur est problème très de son. grave. Le déficit. Alors il va falloir que je vous fasse le commentaire, parce que visiblement le son ne passe pas. C'était en 1969, c'était le congrès des conseillers du commerce extérieur de la France. Valéry Giscard d'Estaing était à l'époque ministre de l'économie, Jacques Chaban-Delmas était Premier ministre et Georges Pompidou vient d'être élu président de la République. Et en gros, Valéry Giscard d'Estaing est extrêmement peiné. Pourquoi? Parce que c'est la première fois en France qu'il y a un déficit du commerce extérieur de la France. Et donc il se pose les questions de comment il va pouvoir le résoudre. Et il dit nos importations étaient supérieures à nos exportations. Et c'est extrêmement grave. Voilà, donc finalement, aujourd'hui, 45 ans plus tard, le commerce extérieur n'a pas changé finalement, monsieur le ministre. On a toujours des problématiques et des besoins en matière de commerce extérieur et les résultats ne sont pas encore tout à fait probants. Et bien que les exportations se soient stabilisées en fait, au premier semestre, il me semble, je suis ravi de vous accueillir, Matthias Fekl, parce que, quelque part, c'est une des premières prises de parole publiques que vous avez, donc merci beaucoup à vous. Vous avez 37 ans, vous êtes né à Berlin, votre anniversaire était il y a 10 jours, donc bon anniversaire, monsieur le ministre. Vous êtes dans une nouvelle année qui risque d'être bien remplie, puisque vous êtes devenu, le 4 septembre dernier, le nouveau secrétaire d'État en charge du commerce extérieur. Vous êtes encore peu connu du grand public. Vous avez fait Normal Sup, l'ENA, vous êtes élu du Lot-et-Garonne. On est dans un contexte, Matthias Fekl, sur lequel le commerce extérieur ne va pas très bien. Il y a de nombreuses décisions qui ont été laissées en suspens aujourd'hui. Le dispositif d'appui au commerce extérieur est encore en train de se refondre. Comment vous le voyez, vous, ce commerce extérieur? Vous venez juste d'arriver. Quel constat vous portez, en fait, à cette ambiance un peu difficile où on entend les exportations qui ont du mal à décoller? Ça fait depuis 2002-2003 que les choses se sont dégradées de manière quasiment constante. Et même si ça va un peu moins mal, ça va quand même pas bien du tout. Et ça, on le sait. Et moi, je crois qu'il faut toujours, en politique comme ailleurs, regarder la réalité en face. Et vous êtes d'ailleurs les mieux placés pour le faire, puisque vous êtes dans les différents secteurs que vous représentez, dans les entreprises, confrontés tous les jours à la réalité. Donc, il y a d'abord la réalité de l'économie française aujourd'hui. Et tout le monde sait que la première clé pour redresser les choses du côté du commerce extérieur, c'est les réformes qu'il faut faire en interne. Et c'est tout le travail qui est engagé pour redonner de la compétitivité à nos entreprises. Et puis il y a après ce qui dépend spécifiquement de la politique d'exportation. Et là, c'est à nous d'agir. Je salue Madame Pénicaud qui vient de nous rejoindre. Il y a toute la fusion en cours des opérateurs de l'export avec UbiFrance, AFI qui vont devenir un grand opérateur pour simplifier, clarifier les services rendus aux entreprises et la politique d'export. Moi, je suis convaincu de plusieurs choses. D'abord, que nous devons présenter une offre globale qui soit simple et qui soit lisible pour les entreprises en matière de politique à l'exportation. Moi, j'ai été jusqu'en 2012 vice-président d'un conseil régional en Aquitaine en charge du développement économique, des entreprises et de l'emploi. Et on a essayé de faire des choses simples, pragmatiques, avec les entreprises, pour que les choses soient lisibles. Et rien n'est pire pour un entrepreneur que de passer plus de temps à essayer de comprendre le dispositif d'aide qui est bâti pour lui que d'être sur ses projets, d'être sur son niveau d'innovation, d'être sur sa prospection de marché. Donc là-dessus, il faut simplifier, il faut s'appuyer sur l'ensemble de ces acteurs de la politique d'exportation, public, privé, que chacun joue son rôle, que chacun ait une tâche bien assignée et puis qu'ensuite on avance ensemble. Parce que dans la situation dans laquelle est notre pays, on ne peut pas se payer le luxe d'avoir des concurrences administratives et d'avoir les uns et les autres qui soient en concurrence. Et je sens d'ailleurs, moi, sur le terrain, une envie très forte de tous, que ce soit le public, que ce soit le privé,
que ce soit vraiment... De tous les dispositifs. De tous les dispositifs. Bien sûr, chacun a aussi des intérêts à défendre, des choses et puis des conceptions à faire valoir. Mais je sens l'envie que ça avance et que ce soit lisible. Et puis deuxième point, simplement, oui. Moi je veux mettre l'accent sur les PME à l'export. Et j'ai été heureux de voir qu'ici il y avait beaucoup de PME et beaucoup de grands groupes qui avaient envie de jouer le jeu et d'aider les PME. Parce que si on ne réussit pas dans notre pays à avoir une structuration de filière beaucoup plus forte, à ce que chacun joue son rôle, à ce que dans les relations avec les sous-traitants, les choses soient bien organisées, je suis convaincu qu'on aura du mal. On a 2 fois moins d'entreprises exportatrices que l'Italie. On a 4 fois moins d'entreprises de PME exportatrices que l'Allemagne. C'est là que se jouent en partie les choses. Alors pour le commerce extérieur. Comment on les encourage? Parce que en fait, comment vous comptez encourager ces entreprises? Puisqu'on a que 100 000 exportateurs, encore peut-être un peu moins, enfin les chiffres varient entre 90 et 120 000. Comment est-ce qu'on amène plus d'entreprises à l'exportation? Ou est-ce que c'est les plus grosses qu'il faut amener à l'exportation? Parce que la politique, ça a été plutôt ETI jusqu'à maintenant. Alors moi, je ne joue pas les uns contre les autres et il ne s'agit pas de dire ou, etc. Au contraire. Mais d'abord, il faut qu'on aide les PME à croître, à devenir des ETI. Donc il y a des réformes en cours pour ça, mais on a besoin, c'est ce qui fait la force de l'Allemagne, d'avoir le fameux Mittelstand allemand, c'est-à-dire des PME robustes, solides, innovantes, exportatrices, qui aujourd'hui font la force de l'industrie allemande, et y compris à l'export. Donc il n'est pas interdit de regarder ailleurs les choses qui fonctionnent bien, et ça fait partie, en Allemagne, des choses qui fonctionnent. Après, il y a ce qu'on est en train de bâtir avec la réforme de la politique d'export et des opérateurs, et le but, c'est que ce soit plus accessible et plus compréhensible, et ça concernera d'abord les PME qui ont souvent du mal vraiment à comprendre réellement à qui s'adresser, à qui appeler et qui aller voir. Et puis, il y a aussi, à mon avis, un déclic psychologique à ne pas sous-estimer. Moi, je passe beaucoup de temps sur le terrain et je continuerai à le faire. Moi, je veux aller chercher les PME, celles qui exportent, à les mettre en valeur, les success stories qui existent partout en France, pour que les gens voient que près de chez eux, il y a des entreprises qui arrivent et qu'il n'y a aucun interdit. Et les gens ne doivent pas s'interdire de penser à l'export. Il y a la barrière de la langue, il y a souvent la barrière de systèmes juridiques dans lesquels on a peur d'aller, il y a la question des garanties de prêt et des garanties financières, parce que pour une PME, quand il y a des problèmes d'impayés, quand il y a des problèmes de remboursement, ça peut rapidement être complètement rédhibitoire. Donc il y a beaucoup de choses qui, mises bout à bout, doivent nous permettre d'avancer. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de positionnement de la marque France, si on peut dire, dans les valeurs internationales? Il y a un positionnement de notre pays à trouver dans la chaîne de valeur internationale. On veut à la fois qu'il y ait de la production en France et en même temps la réalité du monde économique aujourd'hui est que la chaîne de valeur, elle est internationale, elle est mondiale. Et notre pays là-dedans doit se positionner. Il y a des secteurs d'excellence que tout le monde connaît et qui sont aussi très performants à l'export. Moi, ce que je constate, c'est que la plupart des secteurs qui fonctionnent à l'intérieur du pays sont aussi les secteurs économiques qui ont des performances fortes à l'export. Donc il faut montrer que tout ça n'est pas contradictoire. Notre pays, il n'a pas à se replier sur lui-même. Le repli, il précède le déclin et il précède toujours des moments sombres. Donc il faut qu'on soit capable de se projeter, sans naïveté, sans dire que tout est acquis, sans dire que les choses sont simples. Mais encore une fois, notre pays a toute sa place à jouer dans les flux économiques mondiaux tels qu'ils existent aujourd'hui. Je vous propose qu'on fasse un petit débat avec l'ensemble des acteurs de cette équipe de France du commerce extérieur dont vous parliez un peu précédemment. Et je vais demander d'accueillir sur ce plateau Jean-Paul Planchou, vice-président du Conseil régional Île-de-France, Muriel Pénicaud, directrice générale du Bifrance et présidente de l'AFI, Alain Bantejac, président des conseillers du commerce extérieur de la France, et Jean-François Gendron, président de CCI International. Merci à vous tous. Alors, Jean-Paul Planchot va commencer par vous, parce qu'on est en Île-de-France d'abord. Vous êtes en charge de l'internationalisation, vous êtes vice-président du conseil régional, hein, n'est-ce pas, en charge de ce qu'on appelle d'un grand mot le PRIE. Ça veut dire quoi, PRIE? La mise en place, c'est quoi? C'est encore une abréviation française? Un nouvel acronyme, oui. Ça fait un peu grossier, mais quand on va un peu plus au fond, on se rend compte qu'il s'agit tout simplement de mettre
en commun et en réseau l'ensemble des acteurs publics et privés de l'Île-de-France en faveur de l'internationalisation des entreprises et notamment, comme vient d'y insister Monsieur le Ministre, des petites et moyennes entreprises. Alors c'est plutôt une nouveauté hein, pour les régions parce qu'avant c'était pas dans l'attribution des régions en fait que d'avoir un rôle aussi fort sur l'international. Alors peut-être que en Aquitaine, Mathias Fekl va me dire l'inverse et qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites, mais en Ile-de-France, ça quoi, ça a 3 ans, 4 ans? Certes, même pas, en fait 2 ans. Mais tout simplement, nous sommes à un moment charnière de l'évolution institutionnelle et notamment de l'affirmation des pouvoirs économiques des régions, qu'on y est attaché un rôle de coordination, d'impulsion de la part des régions. Ce n'est pas anormal et c'est même plutôt cohérent et souhaitable. En plus, il faut voir cela comme une collectivité, comme je viens de le préciser, qui impulse, qui donne de l'élan, mais qui agrège, mais qui n'est pas là pour se substituer aux autres. Notre travail à tous, acteurs privés et publics, comme cela vient d'être d'ailleurs dit excellemment, c'est de rationaliser nos actions, qu'elles soient complémentaires. Il faut bien sûr les simplifier, les rendre plus visibles, tout simplement pour qu'elles soient plus efficaces. Beaucoup de choses excellentes ont été faites jusqu'alors. Simplement, on reconnaît que, vu le nombre des acteurs qui pouvaient travailler très solitairement, chacun c'était pas simple. Était tout simplement manqué de coordination, en effet. Alors, on reviendra vers vous par rapport à différentes actions que vous avez menées et concrètement. Muriel Pénicaud, bonjour. Alors, c'est vrai que vous êtes l'exemple même, j'ai l'air d'une rationalisation. Hein. Vous parlez d'un compliment. Non, parce que là, vous êtes en train, Mathias Fekl nous disait il y a quelques secondes, vous êtes en train de fusionner UbiFrance et l'AFI. L'AFI, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'Agence française de l'investissement, donc c'est pour accueillir les investisseurs, c'est ça? C'est pour accueillir les investissements étrangers en France. Alors c'est quoi? C'est dans le sens de la simplification que vous voulez faire ça, ou c'est dans le sens de l'optimisation? Quelle est la raison de cette fusion? La raison, c'est qu'en fait, aller conquérir les marchés à l'extérieur ou aller convaincre des investisseurs de venir en France, dans les deux cas, ça développe la croissance, ça développe l'emploi en France par le biais de l'internationalisation. Dans les deux cas, la chance de la croissance pour les entreprises françaises ou pour les territoires français, c'est d'aller chercher la croissance où elle est dans le monde. Donc le in et le out, si j'ose dire, ils servent tous les deux ce même but. Et puis souvent, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des entreprises qui font les deux. Par exemple, il y a 20 000 entreprises étrangères en France, elles représentent un tiers de l'export français. Donc en fait, ce n'est pas deux mondes isolés, c'est toujours le monde des entreprises qui vont à la conquête de l'international. Donc vous pensez que cette fusion va servir en fait l'exportation française? Absolument. Le but, c'est que ça serve et l'export et l'attractivité de la France. Et je vais vous dire, quand on montre tout un écosystème aéronautique ou dans la mode ou dans la santé, de l'export, ça aide aussi à convaincre des investisseurs de venir en France. Donc en fait, les deux objectifs se servent mutuellement. Et en outre, on a des données sectorielles d'un côté et de l'autre qui, partagées, vous permettent d'aider mieux les entreprises à exporter et d'aider mieux les investisseurs à s'installer efficacement en France. Alors, je vais poser une question à vous deux, en fait, parce que j'ai entendu Laurent Fabius créer, j'allais dire, la diplomatie économique avec un service au ministère des Affaires étrangères relativement important. Est-ce qu'on ne se marche pas un peu sur les pieds entre un MAE qui a 70 personnes ou 100 personnes, je ne sais pas exactement, pour la diplomatie économique et pour l'entreprise, et UbiFrance qui est chargé de développer les entreprises à l'étranger? Je réponds. Non, honnêtement non. D'abord, nous, on travaille ensemble. On fait des points maintenant chaque semaine quasiment, au moins, et plus quand il y a besoin. Et là aussi, tout le monde a envie que ça marche. C'est vrai entre le Quai d'Orsay et le ministère de l'économie et des finances, où il y a des conventions qui ont été passées et les administrations ont toutes les deux envie que ça fonctionne. Et c'est vrai avec les opérateurs, où il y a un lien qui se fait. Où il y a... D'ailleurs, les rôles ne sont pas les mêmes. Je veux dire, moi, je ne prétends pas être un opérateur, je ne prétends pas être en permanence, moi, présent dans l'ensemble des pays. À l'étranger, tout cela se fait sous l'égide des ambassadeurs qui ont compétence là-dessus. Et donc vraiment, cette intuition et cette volonté de bâtir une diplomatie économique, elle est tout à fait adaptée à la fois aux besoins de l'époque dans laquelle nous sommes et concrètement, de manière opérationnelle, ça se traduit
à tous les niveaux de travail, que ce soit notre niveau, que ce soit le niveau du terrain. Franchement, moi, j'ai eu aucun retour à ce stade de choses qui ne fonctionnent pas. Je vais donner un exemple concret. Quand, en tant qu'entreprise, vous allez à l'export, si vous avez demandé à Ubifrance de vous aider à faire des mises en contact marché, d'aller sur des salons, de faire des études de marché, il arrive parfois qu'on ait besoin de régler un certain nombre de problèmes de brevets, de propriété intellectuelle, légaux, fiscaux, etc. dans le pays. Là, c'est les services économiques auprès de l'ambassadeur qui vont intervenir. Il arrive aussi souvent, et on va en parler certainement, qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le pays et que finalement l'ambassadeur c'est celui qui est le mieux à même de réunir tout le monde, c'est-à-dire Ubifrance, la FI, la CCI, l'antenne régionale du conseil régional s'il y en a, de mobiliser les CCEF, les conseillers français du commerce extérieur, pour dire bon, comment on est plus efficace dans le pays. Donc en fait, je pense que pourquoi il y a tout le monde à la fois, ça peut être un peu compliqué, et on va parler de la simplification, mais le but c'est quand même tout le monde est mobilisé sur le pont. Parce que l'enjeu d'aller chercher la croissance internationale, il est vital pour notre économie, il est vital pour nos entreprises. C'est un peu pour ça que tout le monde est mobilisé, en fait. Est-ce qu'on commence à avoir des résultats, Marielle Pénicaud? Quel regard vous portez? Parce que ça fait pas très longtemps non plus que vous êtes arrivé à l'agence Ubifrance. Ça fait combien? 3 mois, 4 mois? Ça fait 4 mois. Et avant, j'ai passé 20 ans en entreprise. Donc, juste pour dire que j'ai plus de référentiels d'entreprise que encore. Alors, non, mais c'est intéressant. Comment vous jugez les choses? Parce que là, vous êtes des deux côtés, finalement, de la barrière. Vous avez encore ce regard, peut-être un peu neuf, 4 mois, ça commence à faire quand même. Je suis pas encore tout à fait habitué, ça va. Alors, quel jugement vous portez? Je pense que le premier jugement, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, enfin le ministre l'a dit, on a un tissu d'entreprises exportatrices en France qui est très bon qualitativement, qui n'est pas très étendu quantitativement. Et comme on a beaucoup de TPE, de PME dans le pays, forcément, et que les grands groupes les accompagnent moins qu'en Allemagne, même s'il y a des grands groupes qui font un travail remarquable là-dessus, il y a une vraie besoin d'aider à structurer l'offre. Je dirais que c'est le premier point, c'est qui aide les PME dans votre bassin d'emploi, dans votre terrain, tous les jours pour vous préparer à l'export, pour vous aider à qualifier, à vous renforcer pour l'export. Et ça, je pense que c'est un des rôles. Comme toujours, il y a des choses qui se font formidablement, et il y en a d'autres, mais ça, je laisserai M. Gendron en parler, qui sont à renforcer. Ça, c'est un des côtés. Le deuxième, M. le ministre l'a évoqué, je trouve qu'au total de tout ce qu'on fait, c'est quand même, là je regarde avec le regard de l'entreprise, je me dis je suis une entreprise, je m'adresse à qui, je fais quoi, qui fait quoi, comment. Chacun est clair dans ce qu'il fait, mais l'information n'est pas centrée sur l'entreprise. Donc je ne vois pas mon parcours, se tourner client, comment on peut l'aider. Donc ça, je crois qu'il faut, c'est un effort collectif, mais on en est d'accord, je le dis très librement, parce que aussi bien avec les CCI qu'avec les CCEF et les régions, on a commencé des discussions là-dessus, on est tous... Enfin, en gros, on est tous à votre service, donc il faut que ça soit plus lisible ce qu'on fait. Et je pense que ça, c'était mon deuxième étonnement, c'est qu'il y a beaucoup plus d'acteurs encore que je ne croyais sur le sujet, et que c'est d'autant plus important, pas simplement qu'on se coordonne, mais il y a un truc concret, opérationnel, qui est avec un mode d'emploi simple pour les entreprises, pour qu'elles aient confiance. Et quand on le fait, là où on le fait, il y a beaucoup plus d'entreprises qui exportent parce qu'elles se disent, tiens, il y a quelqu'un qui m'accompagne. Pratiquement parlant, est-ce que vous avez lancé quelque chose de nouveau? Est-ce que vous pensez réformer profondément la structure de service du Bifrance, la réduire, l'augmenter? Comment vous voyez ça? Alors, concrètement, il y a plusieurs choses. D'abord, le fait d'unir les réseaux du Bifrance et de l'Agence française des investissements internationaux va nous permettre de renforcer le nombre de pays où on est et d'être plus efficace dans le pays, parce qu'on aura plus de force. La deuxième chose, c'est qu'on a, en termes d'offres, je pense que de pouvoir penser à la fois export et investissement. Je vais donner un exemple. J'étais en Chine il y a 15 jours, j'ai vu voilà, ils sont très connus maintenant, les dirigeants de Alibaba. J'y allais pour un sujet de pouvoir obtenir des conditions de délai et de coûts moindres pour les PME françaises pour être sur Taobao, leur site en ligne, qui est quand même le premier site en vente du monde. Et en même temps, il m'a dit, ah mais tiens, finalement, on aurait peut-être besoin d'un sourcing en France, et on a commencé à parler investissement. Donc il y aura des offres qui permettent d'intégrer les deux. C'est-à-dire que pour l'export, pour les entreprises exportatrices, par notre casquette de l'investissement, on peut trouver des donneurs d'ordre, on peut trouver des grands clients dans les pays qui peuvent être, eux, des importateurs, donc pour vous, des partenaires ou des clients de l'exportation. Et puis surtout, dernier point, on a commencé des discussions, on ne peut pas dire le résultat parce qu'on n'a pas fini, mais dans un esprit extrêmement positif. Avec le réseau vois avec le sourire, consulaire. Donc ça va. Le réseau consulaire, c'est pas terminé, en France et à l'étranger. Et puis pour voir comment on articule mieux pour que de bout en bout ça soit clair et pratique et efficace. Jean-François Gendron, alors cette discussion c'est quoi?
Je peux pas vous dire grand-chose puisqu'on se voit Jean-François encore demain. Gendron, donc préside ou destiné de CCI International, c'est-à-dire des chambres de commerce à l'international. Je ne sais pas quelle est votre question, mais avant que vous me la posiez, je voudrais quand même dire un petit quelque chose. En tant que représentant, en tant que chef d'entreprise d'une PMI nantaise et président de chambre de commerce, je me sens un petit peu le porte-parole des PME ici autour de cette table. Et je voudrais dire que, et c'est un nouveau message de plus au gouvernement, que pour que nos PME, PMI puissent exporter, il faut qu'ils aient un bon carnet de commandes, une bonne trésorerie et de bonnes marges. Parce que l'export, c'est du temps, c'est de la persévérance et c'est de l'argent. Donc voilà, renforçons les marges des entreprises, je n'en dis pas plus, on comprendra. Alors, porte d'entrée, là, Marielle Pénicaud l'a dit, donc visiblement vous êtes tous d'accord là-dessus. Les chambres de commerce en porte d'entrée du dispositif d'appui au commerce extérieur. Monsieur le représentant des entreprises, qu'est-ce qui manque? Quelles sont les stratégies gagnantes, puisque tel est le thème du débat? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour améliorer les choses? Écoutez, ça a été dit, redit, on n'a pas assez d'entreprises qui sont à l'international. On a 30% des entreprises françaises qui, lorsqu'elles vont à l'international une année, ne retournent pas à l'international, abandonnent l'international l'année d'après. C'est quand même important. Et on a beaucoup de TPE, PME qui commencent, mais qui sont des primo-exportateurs et c'est pas évident de les aider. Puis à côté de ça, on a parlé l'autre jour au téléphone, on a, je crois, 30 000 entreprises qui font... Plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires à l'export. Oui. Que 30 000 entreprises qui font en plus France. de 200 000 euros de chiffre d'affaires export, ce qui n'est pas non plus énorme. Donc, il faut essayer déjà d'organiser tout cela et de voir comment nous pouvons être les plus efficaces, voire les plus efficients avec ces différentes populations. Alors, est-ce que vous avez une proposition à faire là-dessus? Si vous voulez, c'est ce que nous essayons de faire au mieux déjà avec notre réseau, nos 420 conseillers qui sont répartis dans les chambres en France, dans la proximité, des actions de proximité, et puis nos 111 CCI françaises à l'étranger dans 81 pays. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons, premièrement, une action de sensibilisation parce qu'il peut y avoir des nouveaux exportateurs qui se méconnaissent, qui ont des produits à vendre à l'export, et ça, il faut les sensibiliser. Donc nous avons tout un tas d'animations dans nos chambres. Oui, un programme local d'animation. Un programme un peu comme, exactement comme ce que vous faites aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Opération de sensibilisation. Ensuite, on a tout ce qui est conseil et accompagnement des entreprises pour, comme le disait Marielle Pénicaud, les structurer et les aider à s'implanter à l'international. Et là, on a ce rôle d'assemblier avec un certain nombre de centres de ressources, si je peux m'exprimer ainsi, que sont bien évidemment UBI, les CCIFI, etc. Je vais être direct. Est-ce que, avec la réforme des chambres de commerce... Le troisième point, c'est l'animation des groupes, parce qu'on n'a pas encore dit que malheureusement, l'entreprise française a parfois du mal à aller en groupe, aller à plusieurs à l'export. Et le chasser en meute est important. Et donc, nous essayons de faciliter... Vous pensez que chasser en meute, c'est une solution et qu'on ne part pas assez ensemble? On part trop seul à l'export, et a fortiori quand on est PME-PMI. Donc, il faut absolument qu'on insiste là-dessus. C'est, je pense, ce qu'on veut tous faire, aussi autour de la table. Donc, okay. Ça c'est un message qui va bien aussi à Alain Bentejac, je pense, puisque Alain Bentejac donc, est le... On a beaucoup de nouveaux ici, qui est le nouveau aussi président des conseillers du commerce extérieur de la France. Excusez-moi Jean-Paul, vous êtes là depuis un peu plus longtemps, donc, mais vous avez été nommé il y a 3 mois, à peu près, 4 mois. Élu. Félicitations. La notion de parrainage, la notion de portage est une notion qui va bien, qui rime bien avec conseiller du commerce extérieur. Quel jugement vous portez, vous, vis-à-vis de l'action qui a été faite aujourd'hui? Je crois que ça a été dit par le ministre lui-même. La situation du commerce extérieur actuel de la France est mauvaise, même plus que mauvaise. Et surtout, si on regarde l'évolution des parts de marché à l'export, c'est ça qui est l'indicatif, à mon avis, l'indicateur le plus inquiétant. Et donc, il faut lutter contre cela. La première mesure, je rejoins ce que disait M. Gendron, si on veut rétablir la situation, c'est d'abord de rétablir la compétitivité des entreprises. Parce que compétitivité prix et hors prix des entreprises. Car il est évident qu'on a beau avoir les meilleurs vendeurs du monde, si le produit n'est pas bon ou n'est pas au bon prix, on ne le vendra pas. Donc je pense que l'action de fond, elle est là. Et ça rejoint ce qui a été dit aussi sur la nécessité
de faire des réformes qui vont dans ce sens. Ensuite, on a un dispositif d'appui à l'export qui existe, et je crois que là, il faut l'utiliser au maximum. Et moi, si j'avais 2 mots à dire simplement, et d'ailleurs ça rejoint en grande partie ce qui a été dit, c'est mobilisation et simplification. C'est ça les 2 choses. Je crois que mobilisation, il faut que tous les acteurs se mobilisent. On voit d'ailleurs que c'est le cas, et c'est très bien. Les conseillers du commerce extérieur, ils font aussi partie du système. C'est un acteur un peu particulier, parce que ce sont des... Comment ils se positionnent dans ce système? Parce que les CCE, c'est un peu particulier. C'est des chefs d'entreprise, c'est des bénévoles. Donc, Voilà, c'est un outil, à mon avis, extraordinaire, puisque c'est 4000 chefs d'entreprise, ou hommes et femmes d'entreprise, situés partout dans le monde et en France, et qui sont prêts bénévolement à aider au système, à aider par des conseils au pouvoir public, c'est ce qui a été fait notamment aujourd'hui par la remise des propositions que Arnaud Collin-du-Bocage vous a faites, monsieur le ministre, et puis aider les autres entreprises par du parrainage, par du conseil d'entrepreneur à entrepreneur, ce qu'on appelle en bon français du peer-to-peer. C'est comme ça que j'ai appris qu'il fallait dire maintenant. Mais enfin, on voit bien l'idée, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain et qui donnent un conseil, une mise en relation, etc. Donc en complément des autres acteurs. Nous ne sommes pas des opérateurs comme UbiFrance ou comme les chambres de commerce ou comme les organismes régionaux. Nous sommes des facilitateurs. alors, qu'est-ce qui manque? Parce que là, on ne vous utilise pas assez. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je pense qu'on n'est pas assez utilisé. Monsieur le ministre, vous avez un outil formidable à votre disposition. Il est formidable parce que c'est un outil de qualité et en plus, il est gratuit. Il ne vous coûte pas un sou. Dans l'économie budgétaire, c'est important. Donc, il n'y a pas un sou de subvention et c'est même les conseillers qui payent eux-mêmes pour être conseillés. Donc, je dirais que c'est formidable, il faut l'utiliser davantage. Il est mal utilisé et je pense qu'il est mal utilisé parce qu'il est mal connu. Et s'il est mal connu, c'est à nous, conseillers aussi, à faire des efforts pour être mieux connus, avoir une meilleure image, une meilleure notoriété. De ce point de vue-là, évidemment, il y a plein de choses à faire, ce que je vais essayer de faire, mais une manifestation comme celle d'aujourd'hui, je pense, est un bon pas dans cette direction-là. Donc, nous avons du travail à faire pour être mieux vu, mieux intégré dans le système. Et puis, nous souhaitons que les autres acteurs, et en particulier le ministère, n'hésitent pas à nous utiliser au maximum. Jean-Paul Planchou, vous avez créé des agences à l'étranger, enfin une grande agence du commerce extérieur, et vous avez créé aussi, il me semble, des antennes à l'étranger, ou des maisons de la France à l'étranger, comme on dit, notamment aux États-Unis. Comment on appelle ça? Ce ne sont pas des initiatives de la région, c'est des initiatives de l'État, par rapport auxquelles nous apportons évidemment tout notre soutien du fait de notre présence. Mais là encore, avec tous les autres acteurs, je crois que ce qu'il y a d'important à prendre en compte, c'est ce qui a été dit par mes voisins de débat, c'est-à-dire la compétitivité des entreprises, ce que vient de rappeler le président Bentejac. Ça, c'est fondamental. Après, il faut qu'il y ait plus d'efficacité dans les réseaux d'intervention et de soutien et d'accompagnement. C'est ce qui est en train d'être fait en termes de visibilité, justement, de simplification, que ce soit ici sur le territoire, en l'occurrence francilien pour ce qui nous concerne, mais également à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a noté comme tout un chacun? C'est qu'il y a quand même des territoires sur lesquels les acteurs sont peu présents et d'autres où ils se mêlent les pieds, parfois, tout du moins. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. Je crois que ça bouge. Je crois que ça commence véritablement à bouger et que de ce point de vue, dans l'organisation des réseaux institutionnels de nature privée comme de nature publique, il y a véritablement une coordination, une impulsion, une synergie qui n'existait pas voilà quelque temps. Très bien. Merci. Monsieur le ministre, je crois qu'il va devoir nous quitter parce que vous allez, je crois, en Italie, non, c'est ça? Quelques instants. Peut-être un petit mot de conclusion pour nous avant de partir. Notamment, on parlait d'argent public. Je pense qu'on ne peut pas ne pas poser la question. Vous allez être soumis, je pense, aux mêmes arbitrages budgétaires que tout le monde. Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir aussi réduire le budget des différents organismes dont on parle, du commerce extérieur? Je travaille pour vous là, donc vous avez vu, je suis pas mal. Madame Pénicaud me fait les gros yeux. Non. Alors, d'abord, oui, effectivement, pardon, je devrais vous quitter d'ici 5 minutes pour aller à Rome, au Conseil informel des ministres du commerce extérieur, où nous allons notamment parler de négociations transatlantiques et du souci de la France et de beaucoup d'autres États européens et de la présidence italienne de mettre plus de transparence, plus de démocratie dans ces négociations-là. Alors, sur les réformes à venir, d'abord, moi, je veux saluer le tour de table ici parce qu'il prouve à lui-même
et en lui-même qui a une volonté d'avancer, de ceux qui sont là en tant que bénévoles, de ceux qui sont là en tant qu'opérateurs, de ceux qui sont là en tant que collectivité territoriale et avec le rôle fondamental des régions en matière de développement économique. Sur les réformes à venir, on sait très bien, et tout le monde connaît le contexte budgétaire du pays, donc ceux qui promettent aujourd'hui des choses extravagantes ne sont pas sérieux. En même temps, il y a une volonté que sur l'export, les choses marchent. Et on sait notamment que la question de la fusion des deux agences a, dans un premier temps, peut avoir un coût. Donc là-dessus, on regarde pour que les arbitrages qui soient rendus soient évidemment cohérents avec les priorités du gouvernement. Il y a des priorités en matière d'éducation, en matière de justice, en matière de sécurité et, naturellement, en matière de compétitivité de nos entreprises, avec les efforts extraordinaires qui sont engagés là-dessus et inédits dans cette ampleur depuis de très longues années. Ça vaut pour les réformes en interne, qui sont la clé de beaucoup de choses, et ça vaut pour la politique de l'export que nous sommes en train de réformer, avec tout ce que ça implique. Merci beaucoup, merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci Monsieur le Ministre. Je vais vous laisser vous asseoir ou reprendre place dans la salle, et je vais demander pour une nouvelle séquence à 2 nouveaux intervenants de venir, s'il veut bien en régie nous envoyer un jingle. Alors vous allez vous mettre chacun d'un côté, s'il vous plaît. Alors je vous présente Hélène Botchon, qui est chef économiste. Qui est économiste. Oh, vous pourriez être chef, je vous baptise chef, si vous le voulez bien. À la BNP, et Alain Rhin, qui est bien connu, je pense, de cette assemblée ici, qui est le directeur international de BPI France, qui est un organisme très actif pour tous les entrepreneurs, un peu au quotidien. Je vais commencer avec vous, Hélène, pour que vous regardiez un petit peu avec nous le panorama de la croissance. Donc on a parlé des acteurs, des grands acteurs. On parle maintenant plutôt du positionnement de la France dans le monde et de la croissance dans le monde. Alors comment est-ce que cette croissance mondiale se porte? Parce que nous, on est tous assez dépendants finalement quand même d'une croissance mondiale pour aller exporter nos produits. Alors le fait est qu'aujourd'hui, je pense que je ne surprendrai personne en disant que les perspectives sont pour le moins mitigées. On n'est plus du tout dans une phase de croissance telle qu'on l'a connue dans la première moitié des années 2000, juste après l'éclatement de la bulle Internet, donc de 2001 à 2007. 2007, juste avant l'éclatement de la crise financière. Cette période-là était bénie, apparaît bénie aujourd'hui dans le sens où tous les pays croissaient à l'unisson. On avait une sorte d'élan commun et la croissance mondiale tournait autour de 4, 5, 6% en moyenne annuelle. Et pays développés comme pays émergents participaient à cette dynamique. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette configuration. On a une croissance qui reste en ordre dispersé et en fait les qualificatifs, les adjectifs qu'on utilise aujourd'hui, donc j'ai déjà prononcé presque le principal d'entre eux, mitigé, mais on a surtout une croissance qui est faible, qui est fragile et qui est inégale. Et avec un morcellement, différents groupes. D'un côté, les pays avancés qui, dans leur ensemble, donnent l'impression quand même que la situation va en s'améliorant. Pays avancés, c'est-à-dire l'OCDE Voilà, c'est essentiellement les pays de l'OCDE, mais vous verrez qu'à l'intérieur de ce groupe, il y a des distinctions à faire. Donc d'un côté, les pays avancés, qui ont l'air d'aller, où la situation a l'air d'aller en s'améliorant, et de l'autre, les pays émergents, où la situation se présente, on va dire, moins bien, parce qu'on est dans une période, on va dire, de purge des excès passés, de rééquilibrage de la croissance. Ces pays ont eu une croissance très vigoureuse, et aujourd'hui, voilà, cette croissance ralentit. Donc, il y a l'air d'avoir une rotation au niveau des principales zones de croissance. Et à l'intérieur des pays avancés, vous avez une grande distinction entre, on va dire, les pays anglo-saxons, États-Unis, Royaume-Uni, où là, j'ai envie de dire que ce sont presque les 2 seuls pays où on peut dire que les perspectives semblent bonnes, avec voilà, une économie qui semble bien sur les bons rails. Et puis de l'autre côté, la zone euro, qui aujourd'hui suscite le plus d'inquiétudes. Et à l'intérieur de la zone euro, là encore, vous avez, on va dire, 2 grands groupes de pays. Alors,
Sachant que la situation en Allemagne a légèrement changé, on va dire très récemment, avec des indicateurs qui n'étaient pas très bons, mais l'Allemagne et l'Espagne faisaient partie des pays où les perspectives semblaient solides. Et puis notre pays avec l'Italie, pour n'en citer que deux, où la situation reste très préoccupante. Alors, deux questions à vous poser. D'abord, parce qu'on parle toujours beaucoup de la Chine, il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont très inquiètes de la croissance chinoise. Votre analyse, c'est laquelle ? Je pense qu'on peut partager ces inquiétudes dans la mesure où la Chine, c'est l'exemple même du pays émergent qui est en train de mettre en place un rééquilibrage, c'est un mot aussi qu'on utilise beaucoup, un rééquilibrage de sa croissance qui tente de dépendre moins de l'extérieur et de développer, on va dire, sa consommation intérieure. Et d'ailleurs, oui, c'est bien le terme de consommation plus que l'investissement, parce qu'en termes d'investissement, il souffrirait d'excès d'investissement. Et vous pensez qu'il y a un problème pour trouver cet équilibre ? Alors, il n'y a pas un problème, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et puis, pour la Chine, ça signifie aussi de mettre en place tous les filets de sécurité qui permettent de développer cette consommation. Exactement comme nous en France, si on a une consommation qui résiste aussi bien à la baisse et qui a autant d'importance dans l'économie française, c'est parce qu'on a une protection sociale, un système de santé, une assurance chômage, énormément de filets de sécurité qui font que, voilà, il y a des fondamentaux qui sont assez solides pour la consommation. En Chine, tout reste à faire de ce point de vue. Deuxièmement, on parle beaucoup d'Afrique. Vous pensez honnêtement que la croissance en Afrique va être aussi importante qu'on veut bien le dire, parce que là c'est vrai qu'il y a beaucoup de disent mais on a du retard, il faut qu'on aille en Afrique, y compris ton propre président d'ailleurs. Honnêtement, est-ce que c'est une vraie réalité pour vous ou est-ce que c'est encore en devenir ? Alors mon sentiment est que c'est plutôt en devenir. C'est vrai que c'est une zone, si on regarde les principales destinations des exportations françaises de marchandises, c'est vrai que l'Afrique, dans son ensemble, représente environ 6% des exportations françaises, donc c'est pas négligeable. Les États-Unis, le Royaume-Uni, c'est pareil, c'est 6-7%, bon ce sont des pays seuls. Mais donc la zone Afrique est une zone importante pour le commerce extérieur français, mais c'est vrai qu'en termes de perspective économique, on a l'impression que c'est un continent qui a un potentiel de développement absolument énorme. Mais on voit bien qu'il y a encore des soucis, on va dire, géopolitiques. Le virus Ebola, voilà, qui malheureusement déstabilise un certain nombre de pays. Donc c'est loin d'être un continent, on va dire, stable, où on peut se dire que, voilà, donc pour vous, faire des affaires, une zone particulière à prendre en compte, les États-Unis et l'Amérique du Nord, oui. L'Europe de façon différenciée, si je comprends bien, en fonction des pays. Et le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, et à l'intérieur de l'Europe, sachant qu'on est à la fois protégé et très dépendant de l'Europe, puisque presque 50% des exportations françaises sont à destination de la zone euro. Donc forcément, quand la zone euro va mal, ça nous tire vers le bas, et donc on voit d'un très bon œil le redressement, en particulier de l'Irlande et de l'Espagne, qui sont en train de sortir de graves difficultés économiques. Donc c'est un bon exemple à suivre, et si ces pays-là parviennent à se redresser, voilà, on espère qu'ils entraîneront avec eux le reste de la zone euro et la France également. Alain Rinck, bonjour. On se connaît depuis longtemps, Alain, et je sais le militantisme que ta personne a fait sur l'internationalisation des entreprises françaises. À entendre un peu le précédent débat où les organismes se refondent, où la BPI s'est refondue aussi, la OSEO, création d'un service international qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Tout à fait. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'est-ce que le principal problème des entreprises n'est pas aujourd'hui un problème de cash ? Alors, le cash, c'est juste le pouvoir d'achat, et le cash a une puissance phénoménale aujourd'hui, parce que les entrepreneurs qui ont du cash sont des entrepreneurs qui aujourd'hui peuvent faire de la croissance externe à tout moment, n'importe quand, parce qu'elles ont les moyens de payer. Donc le cash, c'est fondamental. On a vu en 2008, rappelez-vous, le 19 septembre, quand Lehman Brothers a déposé son bilan, on a vu en 15 jours les marchés mondiaux de la finance asséchés, complètement asséchés. Plus aucune banque ne faisait crédit à aucune autre, donc plus aucune banque ne faisait crédit aux PME. On a redressé cela assez vite, mais le cash, c'est fondamental. Aujourd'hui, les banques sont toujours prudentes. Les banques sont prudentes, mais c'est leur métier d'être prudentes. Mais je rappelle que lorsque nous intervenons, BPI France, on intervient toujours avec une banque à nos côtés. Donc si on intervient, donc, les banques sont là. Tu peux pas dire du mal des banques.
Je ne dirais pas de mal des banques parce qu'elles font leur job en fonction de leurs possibilités et de leur business plan. Donc moi je sais qu'à chaque fois que BPI France intervient, on a une banque à nos côtés et c'est quelque chose qui me satisfait. On joue peut-être cet effet d'entraînement, c'est très bien d'ailleurs. Alors je reviens au cash quand même, pour pas faire de polémique. Considérant que le cash c'est une arme absolue de pouvoir d'achat aujourd'hui, on a relancé un produit que nos entrepreneurs connaissaient bien du temps de la Banque française du commerce extérieur. Pour les plus cheveux gris, pour les plus anciens d'entre nous, c'est la mobilisation de créances à l'export. C'est quelque chose qui nous a été fort demandé par notre clientèle. Je rappelle qu'on a chez BPI France 200 000 clients, on en aide 80 000 tous les ans à peu près, et on nous demandait ce produit-là. En partenariat avec les banques, on a recréé la mobilisation de créances à l'export. Ça a été lancé, c'est presque un scoop, hier, le 13. Merci donc Alain. on est le 14, tu vois, c'est parfait pour ce salon. On a déjà une très forte demande, puisqu'aujourd'hui, on est là pour dire aux entrepreneurs, vous discutez avec votre client à l'étranger, il est en train de vous tirer les prix, de vous bloquer les marges, ça a été évoqué, le problème des marges dans les entreprises. Nous, ce qu'on veut avec ce produit, c'est permettre à nos clients, aux entrepreneurs, de déplacer la discussion qu'ils ont avec leurs clients à l'étranger du problème du prix au problème du délai de paiement, leur disant, bah voilà, lorsque vous allez voir la société... C'est la grande force des Italiens, ça, parce que les Italiens avaient un système très bien foutu là-dessus. Mais exactement, donc on regarde aussi ce qui se passe ailleurs, on s'en inspire et on crée ces nouveaux produits. Est-ce que vous avez BPI une stratégie spécifique sur les entreprises exportatrices et en deux mots, quelle est-elle? Est-ce qu'il y a un segment d'entreprise que vous visez plus particulièrement? Alors on a une stratégie qui est toute simple, c'est de dire, il y a le feu au commerce extérieur, il y a vraiment le feu, ça brûle, si on n'y va pas, c'est foutu. Et on dit à nos entrepreneurs, on parle très cash avec nos clients, nos entrepreneurs, on leur dit que s'ils n'y vont pas, dans 5 ans, ils n'existeront plus. C'est très dur comme de dire ça, mais c'est aussi considérer le monde tel qu'il est aujourd'hui, parce que pendant qu'on est là à discuter, les Allemands, les Américains, les Chinois, les Japonais, les Coréens sont en train d'avancer sur les marchés. Donc il faut vraiment y aller, on leur dit, et je rappelle que BPI France, c'est pas un guichet, c'est une banque de démarchage. On a 600 collaborateurs tous les jours sur le terrain qui sont en B2B avec les entrepreneurs, et ils ont une mission. C'est de leur parler, une véritable mission, c'est de leur parler d'international. En leur disant, tu n'exportes pas, mais comment ça se fait? On doit pouvoir trouver des voies et moyens pour exporter ton produit. Parce que je rappelle qu'à chaque fois que je me déplace, où que ce soit dans le monde, on est bien accueillis. La France a plutôt une bonne image. Et les entrepreneurs français ont de très bons produits avec des technologies de pointe. Donc c'est quand même complètement fou de ne pas les amener dans les pays où ces technologies peuvent se vendre. Il y a bien un coin sur la planète, pour chacun d'entre vous ici dans cette salle, où votre produit peut être vendu. J'en suis totalement persuadé et convaincu. Donc on a cette mission-là, c'est de les convaincre. Mais on a une seconde mission, ça n'a pas été évoqué tout à l'heure, en tout cas pas très bien, c'est de préparer nos entreprises. Combien on voit encore d'entrepreneurs arriver dans un pays le matin en sortant de l'avion, les yeux fatigués, ne pas savoir comment son produit, s'il fabrique des stylos, se fabrique, à quel prix, comment il se distribue dans le pays. Mais c'est une question de taille critique, c'est qu'en fait ils n'ont pas le personnel pour pouvoir faire ce genre de choses. Se préparer à ça, il n'y a pas besoin de taille critique. Aujourd'hui on a Internet, on prend un étudiant pendant 2 mois qui vous fait une synthèse absolument parfaite sur le marché du crayon en Corée du Sud, croyez-moi, ça existe. Il faut également, lorsqu'on recrute un directeur financier, se demander si ce brave homme ou cette dame sait déjà facturer en dollars ou en yens, c'est quand même utile. Il faut se demander si l'ingénieur qui est dans votre bureau d'études, lorsqu'il vient en sortant triomphal du bureau de R&D et dire « Patron, j'ai inventé le stylo de l'avenir », se demander instantanément si ce stylo va pouvoir se vendre aux États-Unis, au Japon, s'il va pouvoir se connecter en Chine, etc. etc. Il y a tout cet esprit de préparation, cet esprit de l'international qui doit infuser dans les entreprises. C'est ça la mission des collaborateurs de BPI France. Je vous présente le nouveau directeur de l'international de PME France, de la grande PME française, qui a envie de faire... et nouveau carnet de chèques aussi du commerce extérieur français. T'as vraiment un gros carnet de chèques là aujourd'hui ?
on n'a absolument aucun souci. Alors là, je me fais le porte-voix de Nicolas Dufourcq. On a 1,2 milliard d'euros à placer dans les entreprises. Ça ne trouve pas preneur aujourd'hui. Ça ne trouve pas preneur parce que je suis là et pas chez les entrepreneurs. Non, mais on va parler clair. C'est parce que tes services sont trop restrictifs. Non, je ne pense pas que les services soient trop restrictifs. On finance très régulièrement. On a une progression aujourd'hui de, j'aime pas dire ces chiffres, mais de 300% de nos pré-exports. 300% d'une année à l'autre, ça veut bien dire pré-export, je rappelle, pour les personnes qui sont dans la salle. Est-ce que c'est pas un niveau de risque qu'il faut prendre un peu plus de risques? Est-ce que votre rôle, c'est pas de prendre un peu plus de risques? Bien sûr que c'est notre rôle. Évidemment, on est construit pour ça. Mais je pense pas, j'ai des collègues banquiers dans cette salle, j'imagine en tout cas, je pense pas qu'on puisse nous reprocher de pas prendre assez de risques. On est très allant sur les affaires. Je pense que les retours que vous avez des entrepreneurs sont plutôt positifs. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on s'interroge parfois, et il faut être très humble. On se plante parfois parce qu'on dit non, et on se plante aussi parfois parce qu'on dit oui. Se planter dans une banque quand on dit oui et que ça se passe mal, c'est quand même beaucoup plus important que ça fait mal. Bon, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alain de ton enthousiasme communicatif. Je voudrais, si tu me laisses une seconde, dire, parce qu'on est quand même chez les CCE ici. Oui, bien sûr. Dire que les CCE, c'est juste fondamental, que ce soit en France, que ce soit dans les pays. J'ai récemment signé une convention tripartite UBI-France, BPI-France, CCE au Japon. Les CCE japonais, quand je suis allé les voir il y a un an, m'ont dit on aimerait bien faire quelque chose pour les PME, notamment les PME techno qui viennent au Japon. Le Japon, c'est un pays hyper techno. J'ai dit banco, on essaye. Eh bien, on a signé une convention au mois d'avril de cette année avec les CCE au Japon. J'ai fait le point là ce matin avant de partir de mon bureau. Ils ont déjà coaché, ils ont pris sous leur aile 17 entreprises françaises, plutôt des PME, plutôt des startups, plutôt des boîtes qui ont une techno de pointe pour leur ouvrir les bonnes portes au Japon en liaison avec nos amis du Bifrance. C'est quelque chose, je ne sais pas si Alain Bentejac est là parce que je ne le vois pas, mais c'est quelque chose qu'on peut dupliquer un peu partout dans le monde et je suis sûr que nos sections locales en France pourraient se faire les relais de ces bonnes pratiques. Voilà, merci à vous tous. On va poser la question maintenant à d'autres chefs d'entreprise. Je vais vous demander d'accueillir Jean-Jacques Lestrade, le président de Ponticelli, Frédéric Sanchez, président du directoire du groupe FIV, à Sébastien Crozier, directeur général d'Orange Horizon, et à Jean-Mathieu Sailly, président de Capital Export, de bien vouloir prendre place en attendant un petit jingle. Là, on va passer dans le dur, c'est-à-dire avec des chefs d'entreprise, ce qui est quand même un point relativement important. On a entendu beaucoup de choses déjà depuis ce matin, ce qui était relativement adéquat aussi par rapport à la refonte du dispositif. Ce que j'aimerais ensemble maintenant, c'est qu'on reparle un peu de comment on se développe et vous partagiez un peu votre expérience, de savoir comment vous avez tous réussi et quel est votre secret finalement de réussite par rapport au commerce extérieur, en se posant un certain nombre de questions et en cassant un petit peu les tabous. Alors, Frédéric Sanchez, vous êtes président directeur du groupe FIV, vous avez été nommé entrepreneur de l'année tout récemment, félicitations. Vous êtes très actif au MEDEF, vous êtes à la tête d'une entreprise qui est 2 fois centenaire, c'est ça? Oui, bicentenaire. Ouais. Bicentenaire. On est né en 1812 et d'ailleurs c'était une époque où on a commencé très vite à exporter. Donc la mondialisation, c'est pas un phénomène nouveau. Tout au long du 19e siècle, les entreprises exportaient leur technologie. À l'époque, c'était des locomotives à vapeur, des rails, des ponts, etc. Vous faites plus de locomotives à vapeur? Non, non, c'est Alstom. On a été nationalisé. Enfin, c'est une partie de FIV qui a été nationalisée après-guerre. Et aujourd'hui, donc, comment évolue votre métier? Quels sont vos principaux métiers? Aujourd'hui, on fournit des biens d'équipement industriel pour les principaux secteurs industriels, la cimenterie, l'acier, l'aluminium, le verre, l'automobile, l'aéronautique. Donc, en fait, on est un grand fournisseur d'équipements industriels et ça peut aller jusqu'à des usines complètes, des usines de production pour nos clients complètes. On fait des usines clés en main dans le domaine de la cimenterie, dans le domaine de l'aluminium, un peu partout dans le monde. Alors vous avez, depuis que vous avez pris la tête de l'entreprise, il y a combien de temps? 15 ans? J'en suis devenu directeur général opérationnel en 1997 et président du directoire début 2002.
Donc vous avez fait fortement progresser l'entreprise. Quelle stratégie et qu'est-ce qui, à votre avis, est différenciant dans la stratégie que vous avez menée par rapport à vos confrères ou vos concurrents? En fait, tout au long des années 90, le groupe FIV va pas bien. Et je dirais que, si je voudrais être brutal, je dirais que c'était la chronique d'une mort annoncée. On fermait des usines, on licenciait, on vendait des entreprises, enfin bref, on se réduisait comme peau de chagrin. Mais en fait, mes prédécesseurs n'avaient pas compris, et le paradoxe, c'est que ce n'est pas un ingénieur qui vous parle, hein, mais mes prédécesseurs n'avaient pas compris qu'il y avait un talent fou dans cette entreprise. Il y avait des ingénieurs qui avaient un talent fou, mais qu'il fallait sortir de la France, parce que nos produits ne se vendaient plus en France. On ne fait plus d'usines en France, ou quasiment plus, a fortiori d'usines dans l'industrie lourde. Et donc il fallait s'exporter. Et peut-être que ma chance a été d'être tout jeune VSNE, de partir au Mexique, puis aux États-Unis, de découvrir le monde. J'avais 20 ans, à l'époque 22 ans, et de comprendre que le salut passerait par l'exportation et l'implantation à l'étranger. Et la deuxième des évidences pour moi, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, ou un des intervenants, il fallait être capable de proposer des produits adaptés et donc d'innover. Donc les deux grands leviers de la croissance de FIV, on a multiplié par 4 notre chiffre d'affaires en 15 ans, on perdait de l'argent, on gagne aujourd'hui relativement bien notre vie. Les deux grands leviers, ça a été l'internationalisation et l'innovation. Et l'internationalisation, ce n'est pas simplement l'exportation. C'est d'abord d'exporter, puis d'ouvrir un bureau commercial, de se faire connaître, et puis ensuite de s'implanter. Et d'ailleurs, si j'ai un commentaire à faire par rapport à l'intervention de la première table ronde, nos outils de soutien à l'exportation, nos outils publics, sont beaucoup trop focalisés sur l'exportation, pour des raisons politiques, que sur l'implantation, à la différence de nos amis allemands. Et qu'il faut faire les deux. Il faut aider les entreprises à exporter, mais il faut aussi les aider financièrement, et en particulier les PME, à s'implanter. Alors en France, vous savez, il y avait le mot délocalisation, oui. C'était un totem ou un tabou, je laisserai je ne sais qui nous dire si c'est un totem ou un tabou, mais cette délocalisation, que finalement Mme Brick a qualifiée de colocalisation, et le bon terme, nous n'avons pas le choix. Si on veut être présent sur un marché, il faut être capable de s'y implanter pour servir les produits qu'on fournit. Voilà. Vos principaux marchés sont où ? Aujourd'hui, on fait 85% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Je dirais, on a un marché particulier qui est les États-Unis, où on emploie 2000 personnes et on réalise le tiers, 30%, 33% de notre chiffre d'affaires. Là, je dis qu'il est particulier parce que c'est un marché en soi et on s'y est vraiment implanté en achetant des entreprises. La croissance externe. Il est très difficile, sauf si vous êtes sur une niche de produits, mais dans nos domaines industriels, ce n'est pas le cas, une niche de produits très spécifique, très difficile d'exporter aux États-Unis. Ne serait-ce que parce que c'est un pays hyper compétitif en termes de coûts salariaux, de coûts d'accès à l'énergie, etc. Donc il faut s'y implanter. Mais pour le reste, s'y implanter par acquisition, si vous voulez aller vite. Pour le reste, on est très présent en Chine, en Inde, et tout ça c'est fait par croissance organique. En Chine, on a une quinzaine d'implantations aujourd'hui. En Inde, on a 7 ou 8 implantations. Donc on l'a fait par croissance organique. Et en commençant toujours... La Chine se prête bien. Il y a des marchés qui s'y prêtent, des marchés qui s'y prêtent pas. Voilà, parce que de la croissance externe en Chine, c'est quasiment impossible. C'est difficile. Alors, on a réussi une petite acquisition en Inde qui est très intelligente, à Vadodara, dans l'état du Gujarat, là d'où vient Modi. L'état d'où vient Modi. Bon, mais c'est très difficile, vous avez raison. On peut 9 fois sur 10 se faire rouler dans la farine. Les comptes ne sont pas toujours très clairs. Donc, voilà. Bon. Donc, mieux vaut le faire de façon organique, en s'implantant, et puis ensuite en grossissant. Deuxième remarque, ça coûte de l'argent. Une implantation, un bureau, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc, d'où la nécessité d'être accompagné quand on est une PME. Un petit commentaire d'ailleurs. 17% des PME allemandes sont implantées à l'étranger. PME au sens définition européenne, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Seuls 3% des PME françaises sont implantées. L'implantation étant un bureau, bien sûr une entreprise, etc. Donc on voit que le vrai problème, c'est de transformer l'exportation, la première exportation, en une véritable présence et une implantation. C'est ça le vrai enjeu pour nos entreprises. Vous avez fait une grosse acquisition récemment. Comment s'appelle l'entreprise de la MAG ? Ça s'appelait MAG, ça s'appelle MAG maintenant, ça s'appelle FIV Machining System, effectivement. Là, c'est une société qui fait 400 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ça nous permet d'atteindre le cap des 2 milliards d'euros. Bon, c'est un gros risque, ça. Est-ce que l'acquisition, c'est quand même pas un risque relativement important ? Ou est-ce que nos chefs d'entreprise français sont trop frileux ?
Oui et non. Enfin, attendez, c'est la plus grosse acquisition de tout temps. La précédente, c'était 130 millions de dollars, donc ça n'a strictement rien à voir. Oui et non, on connaît le métier, ils font de la machine-outil, on voit les synergies possibles, on les connaît aussi, les composants, l'achat de composants, de bâtis, en Chine notamment. On peut d'ailleurs ici leverager notre savoir-faire dans ce domaine. Deuxièmement, en revanche, ils nous offrent une opportunité fantastique. C'est ceux qui ont inventé les machines de dépose et de découpe de composites pour l'industrie aéronautique américaine. Ils sont un monopole chez Boeing, un monopole chez Lockheed Martin. Et au fond, Airbus a fait le choix du composite plus tard. Donc il y a un potentiel de développement. Rapatrier des compétences. Voilà, rapatrier des compétences. Et deux, et c'est ça ce qui nous a aussi beaucoup incité à faire cette opération. Et deux, surtout, transformer, aller chercher d'autres applications, faire à partir de ces machines-outils des pièces de structure, mais à la taille industrielle et à la cadence de production industrielle de l'automobile, faire des pièces de structure en composite. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Les pièces de structure, y compris BMW, sont faites manuellement. Voilà. Donc ça veut dire que ça vous a apporté des compétences ou un champ d'action que vous n'auriez pas eu autrement. Et c'est grâce à ça, probablement, qu'on est devenu le 34e projet de la nouvelle France industrielle de Montebourg, cher à Montebourg, l'usine du futur. Et la première application, c'est une usine qu'on va construire prototype pour PSA Aéronaux à Rennes, et qui va donc dans laquelle on va industrialiser ces procédés à partir de nos machines-outils pour développer. Mais c'est un enjeu. Donc ça fait revenir l'industrie en France. Oui, mais c'est un défi. Et ça fait revenir l'industrie en France. Ça, je peux vous garantir, on transfère. On commence par il n'y a plus d'industrie en France et on finit par en faire revenir l'industrie en Absolument. France. Absolument. C'est un beau message. Merci je vous en prie. de ce message. Jean-Jacques Lestrade, alors vous êtes à la tête aussi d'une très belle entreprise qui s'appelle Ponticelli, qui est un groupe familial. Tout à fait. La particularité par rapport à Frédéric, c'est une société qui a plus de 90 ans également, mais dont le capital est toujours resté entre les mains de la famille. Ah, ça c'est rare ici. Donc toujours 80% et 20% le management. Vous faites quel chiffre d'affaires ? On fait un peu plus de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. À cette taille-là, rester familial, c'est quasi incroyable. Dites-nous un peu ce que vous faites. Alors, on est une société de services principalement pour l'industrie. Alors, on ne construit pas de machines comme FIV, mais on fait plutôt, on construit des usines. Alors, on travaille aussi bien dans le domaine de l'énergie pour EDF et Areva, et on travaille également beaucoup pour tous les pétroliers, tous les gens qui font. On construit des raffineries, on construit des plateformes de forage, on construit et on intervient également, alors aussi bien au niveau de la construction qu'au niveau de la maintenance et des travaux pour accompagner tous ces clients. Alors vous êtes présent dans quel pays ? Alors on est présent aujourd'hui principalement en Afrique. Alors Europe du Nord, sur un seul fuseau horaire, mais on a travaillé beaucoup au Venezuela, on regarde un petit peu ce qu'on peut faire au Brésil, on a travaillé en Indonésie, on a travaillé un certain nombre de pays, autres pays, mais aujourd'hui on s'est plutôt concentré sur l'Afrique. On y croit énormément et on a beaucoup d'implantations dans tous ces pays-là. Alors votre commentaire à vous sur l'Afrique, parce que là vous y êtes. Alors l'Afrique, si vous voulez, aujourd'hui on peut toujours aller aiguillonner des concurrents sur des pays matures. Bon, mais il faut bien imaginer que l'Afrique quand même est un pays qui a une croissance de 7% par an. Tous les pays sont très différents les uns des autres. Mais c'est quand même beaucoup plus facile quand on veut commencer à faire de l'exportation dans des pays où on arrive, non pas le premier toujours, mais le deuxième, le troisième, plutôt dans des pays où on va se retrouver avec 20 concurrents. Donc la stratégie de Ponticelli, c'est toujours d'aller dans les pays... Oui, dans les pays, on est plutôt les précurseurs et on ne se retrouvera pas avec une concurrence phénoménale. Et là, ça, c'est un principe. Le deuxième aussi, c'est d'amener et d'aller faire des choses qu'on fait très bien chez soi. Alors, c'est pas la peine non plus d'aller inventer la poudre dans des pays où aller faire des choses qu'on ne sait pas bien faire. Si on est fort sur un certain nombre de marchés, c'est toujours quand même beaucoup plus facile d'aller également revendre ce type d'activité un peu plus loin. Alors vous êtes organisé comment ? C'est-à-dire vous avez aussi racheté des entreprises ? Alors on fait les deux. Alors nous on n'est pas très croissance externe à l'étranger. À l'étranger on a toujours créé, quasiment à chaque fois. Par contre on rachète, on a 36 filiales aujourd'hui. 36 filiales. Donc on a plutôt tendance à racheter des PME et on essaie de travailler en transversalité et à les amener avec nous. Alors, et toutes les PME, la moitié des PME du groupe travaillent avec nous à l'export aujourd'hui parce qu'on arrive à les promouvoir, à les soutenir, à les faire se développer également à l'export. C'est la vraie, comment on appelle ça, la colocalisation Oui, je sais pas. Moi j'appelle ça la transversalité. J'aime bien le terme L'enjeu dans nos entreprises, c'est toujours la même chose. C'est de faire
trouver la bonne valeur quelque part et essayer de la diffuser. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on arrive à bien faire chez nous, c'est ça. C'est aller diffuser Donc quoi, c'est les hommes parce Alors c'est des hommes. Alors, comment on est organisé? Alors c'est des hommes. Alors je vais redire une petite chose là qui choque toujours. Et je dirais que par rapport à ce qu'a dit Frédéric, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas que les NTIC, il n'y a pas que les nouvelles technologies, etc. On peut aussi faire des très belles choses dans du basique. Alors moi j'ai amené là, on a fait une dernière publicité qui est sur notre stand, je la montre. Vous voyez, nous participons à la magie de l'industrie. Parce que l'industrie c'est aussi magique, quoi. C'est aussi magique que parfois l'informatique. Donc je pense qu'il faut aussi, faut pas se décourager et se dire on n'est plus capable de faire des usines chez nous, on n'est plus capable de produire chez nous. On doit être capable aussi de le faire. Alors, et comme Frédéric, on a délocalisé beaucoup de préfabrication. On avait des ateliers en Pologne, on avait des ateliers au Portugal. Et aujourd'hui, on a reconstruit une usine de très haute technologie à Saumur, en France, pour dire que de temps en temps, on est aussi capable de ramener en France de la technologie et des choses très basiques avec des soudeurs, des tuyauteurs, enfin des choses très très basiques au niveau industriel. Vous êtes renforcé finalement sur votre cœur industriel. Intéressant parce qu'en fait là on a deux cas qui sont assez différents en termes d'implantation, avec plus des implantations locales en aidant des entreprises. Est-ce que tous les deux vous êtes prêts à accompagner des PME dans le développement international? Très honnêtement on le fait beaucoup. Moi alors je vais être, on est une entreprise familiale, on travaille dans le domaine de l'énergie, du parapétrolier. On a été énormément aidé par des EDF, des Areva qui nous ont entraînés, des Total. Je pense qu'on se doit aussi de faire un peu la même chose et on travaille en plus dans des pays qui sont un peu compliqués, même très compliqués comme le Nigeria, l'Angola, des choses où c'est pas, ce sont nos deux plus grands pays en Afrique. Bon, on aime bien amener avec nous des entreprises, même qui sont dans des domaines qui sont très différents des nôtres. Oui, en Angola, c'est difficile de partir tout seul. Ah, en Angola, c'est difficile. Je pense que le Nigeria, c'est encore plus dur, parce que quand vous arrivez tout seul à l'aéroport de Lagos, à mon avis, si vous n'avez personne pour vous accueillir, vous êtes mal. Mais c'est aussi faisable. Donc voilà. Mais ce sont des grands pays dans lesquels il y a moyen de soutenir. Alors je suis aussi, je m'occupe beaucoup des CCE, puisque je suis vice-président de la commission Afrique des CCE, et je pense qu'à ce titre-là, on en a beaucoup parlé, mais je pense que le réseau des CCE dans tous ces pays un peu compliqués, c'est quand même bien d'avoir des relais sur place, de gens qui vont vous apprendre à faire la bonne chose et surtout de ne pas faire la mauvaise chose, le mauvais associé. Bon, il faut quand même profiter de ces relais-là. Frédéric, la même chose? Oui, on entraîne... Sur les CCE, je pense, mais sur l'aspect entraide? Oui, parce qu'on est un conglomérat de PME. Et donc, pour des PME, il est quand même plus simple de travailler avec un environnement qu'elles maîtrisent que d'aller très loin. Et quand elles vont très loin, elles y vont dans le groupe, avec des filiales qu'on a développées dans le groupe à l'étranger. Donc on entraîne effectivement des PME françaises. Il y a une belle boîte comme Redex, qui est un exemple. Redex, son développement est très étroitement lié au nôtre. Deuxième remarque, sur les CCE, il faut que les PME aient le réflexe de s'appuyer sur les relais qui existent dans les pays étrangers. Moi-même, au départ, je n'avais pas cette culture et ce réflexe. Et Dieu sait qu'on y allait tout seul. Et c'est beaucoup plus long. Et depuis quelques années, grâce au MEDEF et grâce à Alain, j'ai découvert toute cette richesse du réseau. Et par exemple, on est en train de s'implanter en Colombie. L'ambassadeur, pour la première de mes visites en Colombie, l'ambassadeur a organisé un déjeuner avec une dizaine de CCE, de secteurs qui étaient exemplaires pour nous. Et ça m'a été d'une utilité phénoménale. J'ai gagné 2 ans, 3 ans de compréhension du pays. Je vous jure, en un déjeuner à Bogota avec l'ambassadeur. C'est un message important parce que je crois qu'on ne le dit jamais assez. On ne réussit jamais tout seul finalement à l'international. Il y a toujours un moment quelqu'un qui nous a aidés, qu'il soit public, privé, que ce soit notre chef d'entreprise, mais on est toujours en train finalement, il ne faut pas en avoir honte finalement, de se faire aider en matière de développement à l'international. Sébastien Crozier, alors vous n'êtes pas dans l'industrie. Non, pas du tout. Puisque vous êtes directeur général d'Orange Horizon, qui est une branche spécifique chez Orange. Absolument. Alors en fait, on est une filiale à 100% d'Orange, qui est en fait le cheval léger de l'entreprise sur les marchés grand public dans les pays dans lesquels on n'est pas opérateur. Juste pour vous donner quelques petits rappels, Orange, c'est à peu près une trentaine de pays dans lesquels on est opérateur grand public, dont évidemment la France. C'est aussi une couverture internationale mondiale en termes de câbles sous-marins.
c'est une couverture mondiale dans les 200 pays du monde sur le marché entreprise, puisqu'on est capable d'accompagner n'importe quelle entreprise par l'existence d'un réseau historique qui était celui des aéroports internationaux. Donc ça, c'est notre implantation générale. Mais sur le marché grand public, on n'est présent que dans une trentaine de pays. Et en fait, on a décidé de créer une entité pour adresser les autres marchés grand public dans l'univers du digital. Donc en fait, on est dans l'univers extrêmement dématérialisé. Et aujourd'hui, dans une soixantaine de pays, si vous tapez orange.com, vous allez tomber dans une version localisée d'Orange, indépendamment des pays dans lesquels on est déjà présent. Parce qu'on considère que le digital est la première étape finalement pour partir à la conquête de l'international. Ça, c'est un message assez étonnant, quoi, finalement, même pour un opérateur de réseau, parce que finalement un réseau, je ne sais pas combien ça coûte de déployer un réseau dans un pays, mais les investissements doivent être phénoménaux. Donc vous avez choisi de ne pas développer des réseaux, mais de développer finalement du service. Alors absolument. En fait, déjà, les réseaux, on n'en déploie pas un très grand nombre dans un pays. On a 3 à 4 opérateurs. Quand on n'a pas eu la chance d'être choisi dans les premiers ou de procéder par voie d'acquisition, en fait, on n'est pas présent dans le pays. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a un déplacement extrêmement fort de la valeur des infrastructures vers les services et que donc nos clients et l'univers numérique, l'univers digital, fait qu'on est aussi extrêmement présent sur cet univers-là. Donc se dire que tout ce qu'on faisait dans les pays dans lesquels on était sans l'exploiter à l'international, sans devenir un opérateur de service global dans l'univers numérique, sans apporter la marque Orange à chacun de nos clients dans le monde entier, c'était une opportunité qu'on pouvait rater. Et puis en fait ça nous permet progressivement d'abord d'être digital. Donc digital c'est quoi? C'est des services où on va trouver du contenu, on va trouver des services, puis on passe à la deuxième phase. On fait aujourd'hui de la vente en ligne dans plus de 20 ou 30 pays dans lesquels, 25 ou 26 pays dans lesquels on n'est pas opérateur, mais on fait quand même de la vente en ligne, soit de produits de terminaux classiques pour faire des télécoms, soit de produits pour venir visiter la France en termes de touristes. Et puis après, finalement, petit à petit, on installe des points physiques de distribution. Et puis le stade ultime, évidemment... Donc en fait, pour vous, le multimédia, si on peut dire, les nouvelles technologies, vous servent cheval de Troie, finalement, pour développer du chiffre d'affaires. Sur la chaîne de valeur, en fait, on monte progressivement vers le statut d'opérateur, en commençant d'abord par un environnement dématérialisé, et puis progressivement en s'implantant physiquement. Alors évidemment, après, il y a des étapes qui passent par l'installation de filiales dédiées dans un certain nombre de pays où la législation et la réglementation nous l'imposent. Et puis, éventuellement, après, on se retrouve à être candidat à l'attribution d'une licence ou à devenir opérateur parce que le marché le permet. Bon, alors, c'est quoi les difficultés et vous, quels conseils vous auriez à donner? Parce que, notamment en Afrique, vous êtes assez présent Alors, effectivement, en Afrique, on est assez présent en tant qu'opérateur. On est aussi maintenant de plus en plus présent sous forme digitale. Nous, le premier constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a aucun pays simple. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de théorie ambiante qui dit le pays dans lequel je suis allé, c'est absolument l'épouvantable, c'est beaucoup plus compliqué. En réalité, chaque pays a ses spécificités, chaque pays est différent. La France aussi est compliquée pour l'extérieur. Elle n'est pas plus compliquée d'ailleurs que d'autres pays. Donc déjà, ça c'est une règle fondamentale à avoir, qu'il n'y a pas de pays compliqué, il n'y a que des pays dont il faut apprendre l'écosystème. La deuxième élément, c'est qu'effectivement, nous, en tous les cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'appuyer sur des expertises de PME qu'on emmène avec nous à l'export parce que, tout à l'heure, on le disait, chasser en meute, c'est beaucoup plus facile que de chasser tout seul. Donc on essaye toujours de regarder comment localement on peut créer un premier niveau d'écosystème qui soit à la fois avec... Quel type de PME dans vos bagages? En général plutôt des logiques de start-up. Le groupe a développé toute une série de programmes. Alors ça s'appelle les Orange Fab notamment, où en fait on a des PME qui sont des start-up, qui sont dans l'outil, qui sont même presque un peu moins que des PME, qui sont des toutes petites entreprises, mais qui ont une... On peut emmener à l'international. Qu'on peut facilement dans le digital emmener à l'international, et puis l'international ça s'apprend, et plus une entreprise l'apprend tôt d'ailleurs, plus elle réussit dans son développement général. Et puis il y a des startups qui sont complètement dédiées à une vision internationale transverse qui traverse les frontières. Le digital est quelque chose qui traverse les frontières. Le principal obstacle est évidemment la langue.
dans l'univers digital. Après, il y a des questions parfois réglementaires, mais effectivement, on essaie de créer ces écosystèmes. Donc, on a des programmes qui s'appellent les Orange Fab. On en a un dans la Silicon Valley, on en a un autre à Paris, on a un troisième qu'on est en train d'ouvrir. Et en fait, ces écosystèmes, on les emporte avec nous, et c'est la meilleure façon, finalement, d'arriver à faire prospérer ce qu'on disait, ce que mon interlocuteur tout à l'heure disait, c'est-à-dire l'implantation, c'est aussi quelque chose qui est aussi important que l'exportation. C'est-à-dire que il faut être à la fois un exportateur, mais il faut être aussi local. Si on n'est pas local, on ne comprend pas le pays, on fait des bêtises et finalement, on n'est pas adhérent au tissu. Donc il faut arriver à gérer cet équilibre entre les expertises qui peuvent venir de notre pays et la culture, les spécificités du pays. Et cet échange est le facteur clé de réussite. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de paradigme, en fait, du mot exportation vers le mot implantation, internationalisation? Est-ce qu'il n'y a pas un changement, finalement, de l'acception de ce mot, et se dire que voilà, la mondialisation est devenue la localisation, finalement? L'entreprise n'est pas mondialisée, l'entreprise doit s'implanter à demeure, enfin, dans les pays. Si, bien sûr. Parce que, encore une fois, nos clients, quels qu'ils soient, que ce soit du B2C ou du B2B, ils ont besoin d'avoir des produits adaptés. Pour qu'on adapte nos produits aux besoins du marché, il faut aussi comprendre les besoins du marché. Et puis, ils ont surtout aussi besoin qu'on les serve. Et le service est nécessairement de la proximité. Parce qu'à une époque, on exportait puis on partait. Ça a été un des grands drames de FIV, d'ailleurs. On exportait puis on disparaissait. Et le client, on le laissait frustré, parce que très rapidement, il n'était pas servi. Donc, c'est une nécessité, on n'a pas le choix. Alors nous, on a notre obligation, ça s'appelle de local content également, et on est bien obligé, dans tous les pays dans lesquels nous allons, de former du personnel et de produire localement. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on arrive à augmenter notre chiffre d'affaires malgré la crise en Europe. On l'augmente uniquement à cause de cela, parce que le fait même qu'on produise localement fait que les produits un peu plus sophistiqués, je parlais de l'usine de Saumur tout à l'heure, on les garde quand même chez nous et ça nous permet de nous développer également. Mais je pense que c'est lié et aujourd'hui, effectivement, on est obligé de produire local. On ne pourrait pas faire ce qu'on fait si on ne produisait pas local. Il faut monter en gamme, en fait. Il faut monter en gamme. Et donc, vous montez en gamme comment? En gardant en France ou aux États-Unis ou au Royaume-Uni ce qui est à forte valeur ajoutée, et en faisant localement ce qui l'est moins et qui peut être fait par d'autres. Voilà. C'est comme ça que vous gagnez. Et encore une fois, ça coûte. C'est pas gratuit, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, un des interlocuteurs a dit à juste titre que pour pouvoir venir à mettre en place ce business model vertueux, il faut malgré tout redresser les marges de nos entreprises en France. Donc, il faut travailler aussi sur l'amélioration de la compétitivité coût de la zone France. On a bien parlé tout à l'heure. Juste pour finir sur cette question de localisation, je pense qu'en fait, et en particulier dans l'univers du digital, on a une sorte de boule de cristal. C'est-à-dire que nos pays occidentaux, ou les pays de l'OCDE, de façon plus générale, en fait, savent ce qui va se passer dans quelques années dans d'autres pays et dans les pays émergents. Et à ce titre-là, il faut profiter de ce temps d'avance, de cette espèce de boule de cristal qu'on a pour s'implanter dans les pays, transférer bien sûr les expertises, alors en les exportant, parce que finalement le transfert d'expertise, ça peut être de l'exportation, et donc conquérir des positions et qui font que nos groupes sont plus forts avec des sièges sociaux qui se trouvent en France. Merci. Jean-Mathieu Sailly, vous êtes président de Capital Export. Alors votre expérience est très intéressante parce que vous êtes, à moins que je me trompe, je crois le seul fonds d'investissement français dédié à l'exportation. Oui, c'est ça. Effectivement, on a lancé cette initiative parce qu'on constatait, nous-mêmes venant du monde de l'investissement non coté, qu'il y avait vraiment une demande particulière pour un acteur qui ne vise uniquement que les exportateurs et soit organisé pour ne pas se limiter aux capitaux, mais apporter aussi un certain nombre de ressources et d'accompagnement et de réseaux. Votre cible, c'est donc les PME qui se développent à l'international. Alors, je dirais que oui, la cible, c'est en fait FIV d'il y a 170-180 ans et puis Ponticelli d'il y a 70-80 ans. Donc, ce sont des entreprises qui vraiment se sont créées dans une période très forte de l'industrie française, dans les années 50, 60, 70 pour les plus anciennes. On accompagne aussi des entreprises avec un contenu un peu plus technologique.
Et on accompagne vraiment des entrepreneurs qui placent l'international, International Export, on pourrait y revenir, comme le vecteur principal de leur développement. Alors, vous êtes un peu une synthèse de ces entrepreneurs, parce que vous-même, vous avez investi dans combien, 5, 6 entreprises Alors, on en a 5 depuis 2 ans. Est-ce que vous constatez la même chose? Alors, tout à fait. Alors, la synthèse, je ne sais pas si je prendrai ce mot-là. Je dirais simplement que j'accompagne des entrepreneurs avec mes associés tout au long de l'année. Et c'est vrai qu'on constate exactement cette même logique ou ces mêmes problématiques de développement, sauf qu'ils ont 50 ou 150 ans de retard. Et donc notre message, nous, c'est de dire effectivement l'export n'est que la phase 1 de l'international, et je pense que ça a vraiment beaucoup de vertus pour commencer à déployer une activité à l'international. Mais on voit que beaucoup de Français, et d'ailleurs M. Sanchez l'a dit, c'est insuffisant en termes d'implantation. Beaucoup d'entreprises françaises s'arrêtent à la dimension export. Et clairement, il faut aller à l'international, ne serait-ce que parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment apporter de la valeur ajoutée, mieux connaître son pays, le marché, excusez-moi, mais aussi être vraiment en propre. Ce sont nos propres clients, nos propres fonds de commerce que l'on a dans notre giron commercial et pas ceux de nos partenaires. Et puis ça n'a pas forcément été dit, mais en général, il y a un gain de marge qui est significatif. Donc il y a une compétitivité retrouvée finalement sur les marchés internationaux quand on s'implante. Ah, clairement, c'est vraiment un facteur stratégique majeur pour nous. On le voit comme actionnaire minoritaire, hein, donc pour nous c'est des sujets importants en termes aussi de pérennité, de valorisation long terme. Donc quand on est implanté durablement dans un pays en propre, c'est pas pareil que d'être depuis 20 ans avec un distributeur, quand bien même, je dirais, proche et ancien. Ce distributeur, il a des actionnaires, il a des dirigeants, les choses peuvent évoluer, c'est pas la même chose. Puis en termes de gamme, de marge, ça a un effet qui est quand même vraiment substantiel en général. Au-delà, pour les produits qu'on peut au moins assembler localement, des problèmes de droits de douane, mais qui ne concernent pas tous les cas. Les chefs d'entreprise qui viennent vous voir, ils viennent vous voir avec des projets aboutis, c'est-à-dire qu'ils ont déjà identifié la cible de ce qu'ils veulent faire, ou est-ce qu'ils viennent, à quel stade finalement on se dit tiens, je vais me donner des moyens? Il y a tous les cas, mais majoritairement ce sont des entreprises qui ont déjà actionné l'export et qui se retrouvent souvent en but à un problème de financement. Ce problème de financement, il est assez facile à comprendre. Bizarrement, des entrepreneurs qui ont mis 20 ans à développer une assise domestique vont ouvrir une dizaine ou une quinzaine de positions export en 5, 7, 10 ans. Donc ça fait beaucoup de fronts à mener. Et donc nous, notre rôle, c'est de leur dire, faites un tri dans vos priorités. C'est vrai que le bon sens voudrait qu'on sélectionne des marchés plutôt rentables et plus trop grands pour s'y implanter, pour vraiment investir de l'argent et surtout investir des moyens humains et commerciaux. Et puis, on essaie d'instiller ce qui a été largement présenté par les autres interlocuteurs, les autres intervenants, l'idée de regarder des croissances externes, sachant que la croissance externe, l'acquisition locale, il y a beaucoup de sortes, mais pour moi, j'affirme qu'elle est moins risquée et plus chère. Donc elle est moins risquée, ce qui est un élément pour nous favorisant. Par contre, elle demande en général de mobiliser des capitaux. Moins risquée, mais pas plus cher? Ah si, moins risqué et plus cher. Si, moins risqué et plus cher. Elle est moins risquée puisque par rapport à établir un fonds de commerce ex nihilo, c'est clair qu'un fonds de commerce existant a beaucoup de vertus. Il y a la question effectivement de l'intégration, mais je pense que selon les méthodes, selon l'état d'esprit de l'acquéreur, les choses peuvent se passer relativement bien. On peut dire que c'est plus simple dans des pays, on disait développés tout à l'heure, c'est-à-dire de l'OCDE, que dans des pays plus émergents. Dans les pays émergents, on peut aussi penser que l'acquisition doit être adaptée en termes de risque par sa taille. Nous, on a des entreprises dans le portefeuille et on regarde aussi des affaires qui regardent des acquisitions dans des pays assez émergents, où en fait on va racheter un fonds de commerce. Donc c'est vrai que la dimension économique et financière est finalement assez peu importante, même si elle existe, mais c'est surtout que dès lors qu'on a fait cette acquisition, on devient brésilien avec des Brésiliens et puis des produits brésiliens. Donc c'est quand même un avantage de pénétration de marché qui est très fort. Le gros inconvénient de l'acquisition, c'est qu'il faut qu'elle se présente. On ne peut pas la décréter. Oui, donc il faut la chasser finalement, c'est une question d'opportunité. Et les CCE peuvent nous y aider, comme Ubifrance, comme les CCE franco-étrangères, comme les opérateurs privés. Il y a beaucoup de dispositifs pour identifier des acquisitions à l'étranger. J'ai demandé à Alain Bentejac de
de venir pour nous faire. C'est pas prévu, Alain, mais tu sais, il faut toujours un peu des imprévus aussi dans la vie pour. Tiens, viens t'asseoir à côté de Jean-Mathieu, puisque tu es aussi chef d'entreprise quelque part, donc ça pourrait. Jean-Mathieu, vous pouvez investir encore combien d'entreprises là maintenant? Enfin, vous êtes limité ou vous n'êtes pas? Alors aujourd'hui, on peut investir dans une dizaine d'entreprises et puis on travaille déjà à une réflexion pour augmenter les moyens, parce que c'est vrai qu'on a reçu quand même un accueil très favorable de la part des dirigeants exportateurs qui voient, je pense, dans cette spécialisation et puis dans l'équipe qui travaille vraiment au contact direct d'exportateurs, une courbe d'expérience, une connaissance des réseaux qu'on ne trouve pas forcément directement ailleurs. En tout cas, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un très bon outil et que c'est vrai que ça vient bien complémenter le dispositif général d'appui au commerce extérieur. Alain, un peu en synthèse, un peu de tout ça. Alors toi aussi, tu développes, enfin, tu as combien de filiales à l'étranger? On a une trentaine de filiales. Oui. Une entreprise qui s'appelle Artelia, c'est ça? Oui. Une trentaine de filiales par acquisition ou par développement from scratch? Les deux, en général. Donc on fait les deux suivant les opportunités, essentiellement par croissance organique, développement d'opérations à partir de contrats existants. Ensuite, on essaie de se pérenniser, puis parfois par acquisition. Je dirais que c'est effectivement un point de vue un petit peu différent de Jean-Mathieu. Je dirais que c'est toujours plus cher et c'est parfois aussi plus risqué. Mais ceci dit, il faut quand même le faire aussi. C'est un axe de développement évidemment très important, mais qu'il faut savoir manier avec précaution, voilà, comme beaucoup de choses. On a un peu ici une dream team du commerce extérieur français, avec des réussites assez étonnantes. Alain, toi, si tu avais quelque chose en synthèse à dire par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on a démontré un peu aujourd'hui, ça serait de dire quoi? D'abord, je dois dire que j'ai trouvé tous les débats extrêmement intéressants. Je trouvais que c'était un grand succès, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde, je trouvais qu'il y avait on sentait une vibration, je vous ose dire, positive. Je pense que ça, c'est important. J'ai trouvé aussi que ce dernier débat était extrêmement intéressant, avec des expériences concrètes d'entreprises, magnifiques réussites qui sont autour de la table. Donc je crois que le message, c'est toujours le même. C'est effectivement y croire, se mobiliser, espérer que les pouvoirs publics nous aideront, mais surtout, je dirais, nous aideront à rétablir la compétitivité de nos entreprises. C'est ça le point numéro un, parce que, je répète ce que j'ai dit, mais c'est quand même là le point de départ. On ne vend bien que ce qui est un bon produit au bon prix. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Et puis ensuite, se mobiliser l'ensemble des acteurs, simplifier le système. Je crois que c'était aussi positif. Ce que j'ai entendu était positif. On voit qu'il y a des évolutions intéressantes. On voit que le rapprochement, la fusion même UbiFrance-AFI se fait. Moi, j'ai été un fervent défenseur de cette idée. Je pense qu'on peut aller plus loin. Très joli rapport. Je pense qu'on peut aller plus loin. Je pense qu'il y a d'autres idées. Je pense que les entreprises, au fond, je crois que si on part de la demande des entreprises en matière d'export, et on a fait pas mal d'enquêtes là-dessus, elles ne cherchent pas forcément plus d'aide. Elles cherchent des acteurs mobilisés et un système lisible et simple. C'est ça qui est important. Et je crois qu'avec ça, je crois qu'on peut y arriver à condition de tous se mobiliser, mais je crois que c'est la bonne direction. Et Alain, elle cherche du conseil, et vraiment les CCE, je ne suis pas là pour faire la pub des CCE, c'est bien, tu peux le faire. Clairement, vous êtes un outil extraordinaire. Quand on arrive dans un pays, il faut voir l'ambassadeur, le conseiller commercial et les CCE. Mais franchement, parce qu'eux vivent sur le terrain et comprennent nos problématiques. Donc, et cette Dream Team, elle me paraît essentielle. Je précise que ça n'était pas rangé. Je suis bien avec Frédéric, mais on s'est pas du tout concerté. Vous échangerez vos billets à la sortie, pas de problème. Merci. Pour conclure, je demanderais juste de pouvoir, pour les PME, organiser des petits déjeuners avec les CCE dans les pays, parce qu'effectivement, c'est certainement très très efficace. C'est fantastique. Alors FIV, effectivement, peut mobiliser peut-être un déjeuner, mais en tout cas, pour les PME, déjà des petits déjeuners, ça serait ça y est, on a lancé des actions concrètes. Je charrie, Alain. Juste pour répondre à ça, il y a des solutions aussi très simples, c'est de suivre les réunions qui sont organisées. Les CCE en organisent par eux-mêmes, mais le MEDEF en organise aussi. Alors je vais dire, on parle d'Angola, on parlait tout à l'heure à FADEC d'Angola, mais le 3, 4, et la première réunion qu'il y aura avec le MEDEF en arrivant à Luanda, ce sera la réunion avec les CCE. Il faut s'accrocher à ce genre de réunion. UbiFrance en fait aussi. Bon, et je pense que pas la peine non plus on ne s'appelle pas tous FIV et on n'est pas tous reçus par le gouvernement. J'ai la chance. Ça y est, ils sont partis. Vous avez vu, ils sont partis. Tu as raison. J'ai la chance de présider 2 comités MEDEF, la Birmanie, le Vietnam, et
au Vietnam en particulier, la Birmanie c'est vraiment l'étape d'après, mais au Vietnam en particulier, la plupart des délégations sont constituées en grande majorité de PME. Et effectivement, le rendez-vous incontournable, il est le premier soir quand on arrive, ou le lendemain matin au petit déjeuner, avec l'ambassadeur parce qu'on est reçu, mais les CCE, voilà. Merci. Merci. Je vais demander à Arnaud Collin du Bocage de nous rejoindre. Merci à vous tous de votre participation. Arnaud, des beaux débats, je sais que tu n'as plus de voix, alors donc je ne vais pas te demander de trop parler. Si tu as retrouvé de la voix ou pas? Non, non, j'ai pas. J'aurais dû dire quelque chose tout à l'heure, mais ma voix est partie. Donc il l'a retrouvé un petit peu. On a eu des débats d'une bonne qualité et je pense intéressants. D'abord, Marc, je voudrais te remercier parce que Marc Hofmeister et sa société est l'organisateur de ce salon. Je crois que c'est une très belle réussite. Et dans un lieu qui est nouveau pour toi et pour nous. Moi, j'ai beaucoup apprécié tous ces débats. J'ai beaucoup apprécié, j'ai été dans quelques salles et c'était effectivement d'un très très bon niveau. Je voudrais remercier tous les CCE qui ont travaillé depuis des mois, comme je le disais tout à l'heure. Je crois que le contenu de cette manifestation d'aujourd'hui est à un niveau très élevé et je remercie tout le monde. Pour regarder parce que c'est des centaines de CCE qui se sont mobilisés pour ça. Donc c'est bien, ça illustre bien l'esprit d'entraide qu'on a essayé de donner dans ce débat aujourd'hui. Merci à vous tous et bonne journée. Merci, au revoir.